Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Martin Eden, Jack London. Quand on parle d'art, on pense souvent à l'écriture, et c'est aussi ce que je vous propose dans cet épisode un peu méta, l'histoire d'un homme qui devient écrivain. Vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on parle de Martin Eden, de Jack London. Alors avant de commencer, si vous avez jamais lu Jack London, je vous conseille de foncer. C'est un écrivain américain qui a écrit à cheval entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Il explore divers thèmes, mais ceux qu'on retrouve le plus souvent sont l'aventure et la nature sauvage. Il a écrit plus de 200 nouvelles et des romans très connus comme Cro-Blanc, Le cabaret de la dernière chance ou encore L'appel de la forêt. Même si la plupart de ces textes sont d'ordre de la fiction, il y a plusieurs de ces romans et de ces nouvelles aussi qui sont inspirés de sa biographie. Et c'est d'ailleurs le cas de notre œuvre du jour, Martin Eden. Alors sans plus tarder, plongeons-nous dans le résumé de ce texte. Retour au début du XXe siècle, où on retrouve Martin Eden, un jeune marin originaire des quartiers pauvres d'Auckland, dans la baie de San Francisco. Notre héros mène une vie rude, faite de voyages, de travail acharné et de violence. Mais un jour, il vient en aide à un jeune homme de la haute société lors d'une bagarre. Ce dernier lui est reconnaissant et l'invite à dîner chez lui. Et c'est là que Martin Eden rencontre Ruth Morse, la sœur de son nouvel ami. Ruth est tout le contraire de ce qu'il a connu jusqu'alors. C'est une jeune femme raffinée, issue d'une famille aisée, délicate et cultivée. Martin en tombe immédiatement amoureux. Pour la conquérir, il décide de s'instruire. D'abord, il le fait simplement pour lui plaire. Puis, par un intérêt sincère, il se bâtit une culture approfondie. Vient alors un nouvel objectif, devenir écrivain, se faire un nom, gagner de la reconnaissance. Et pourtant, malgré son talent, qu'il est d'ailleurs persuadé de posséder, la réussite, elle, tarde à venir. Ruth, désormais sa fiancée, préfère le voir accepter une situation stable plutôt que de le voir s'acharner sur ses manuscrits. Et très vite, Martin réalise que la bourgeoisie, qu'il a longtemps fait tant rêver, ne comprend pas vraiment la culture. C'est un monde hypocrite qui ne sait pas reconnaître le vrai art, mais qui ne considère que la réussite. Peu de gens, à part son ami Ross Brissenden, sont capables de tenir avec lui de véritables échanges intellectuels. Plus l'histoire avance, plus la situation se complique, jusqu'au moment où un journal local publie un article le présentant comme socialiste, une étiquette qu'il rejette, mais qui était très mal vue en Amérique au début du XXe siècle. Ruth, apprenant la fausse nouvelle, rompt leur fiançailles. Un malheur ne venant jamais seul, c'est son véritable ami, Brissenden, qui meurt peu après, alors même que Martin vient tout juste de faire paraître un premier poème. Démoralisé, le héros n'a plus cœur à l'ouvrage. Et c'est précisément et ironiquement à ce moment que la fortune lui sourit. Les articles et histoires qu'il avait proposés en vain quelque temps plus tôt sont maintenant acceptés par les éditeurs. Mieux que ça même, on lui en réclame davantage, ce qui fait soudain de lui un auteur à succès. Mais malheureusement, cette reconnaissance arrive trop tard. Il est écœuré par l'hypocrisie du monde qui l'entoure et il décide de tout quitter pour s'exiler sur une île du Pacifique. À bord du navire qui l'y conduit, il se sent vide, épuisé, sans désir ni passion. Et c'est à ce moment précis, à la toute fin du livre, qu'il laisse tomber le masque, qu'il abandonne la lutte. Et sans un mot, il se laisse glisser dans les profondeurs de l'océan. Je vous l'avais bien dit, Jack London est un auteur qui vaut la peine d'être lu. Non seulement pour les thèmes qu'il aborde et sur lesquels on va revenir plus tard dans cet épisode, mais aussi pour son style et sa plume. Rares sont les auteurs qui parviennent aussi bien que lui à nous emporter avec eux, à créer un monde qui nous est proche, mais qui, d'une curieuse façon, parvient quand même à dépayser le lecteur. Son style est direct, vif et profondément ancré dans la réalité. On se débarrasse de tous les artifices superflus et on va à l'essentiel. Bien sûr, ça a quelques conséquences. On est par exemple confronté à la brutalité de certaines situations sans qu'aucune pincette ne soit prise. On se retrouve alors un peu seul avec des descriptions de personnages et des situations sans filtre. Et c'est alors à nous, qui tenons le livre entre nos mains, de faire notre propre analyse. Et c'est aussi ça, la grande force de Jack London.
Alors que la langue reste simple et accessible, la force de son style est justement de pouvoir faire passer des grandes idées sociales, philosophiques et morales à travers des intrigues dynamiques et des récits qui nous captivent de l'incipit jusqu'au point final. Mais revenons-en à notre récit du jour, Martin Eden. Le premier thème s'affiche clairement dans le résumé du récit, l'ascension sociale et le conflit de classe. Alors qu'on commence le roman avec un jeune marin pauvre, on va le voir évoluer suite à un déclic soudain. Il veut gravir les échelons dans une société bourgeoise. Et son ascension sociale, à lui, elle va passer par l'éducation. Il va s'instruire, lire énormément et écrire à s'en faire saigner les mains, dans un seul but, transcender son origine modeste. Malheureusement pour lui, sa quête se heurte à un obstacle majeur, l'hypocrisie et l'incompréhension d'une bourgeoisie superficielle. Alors qu'il admirait cette classe avant de la rejoindre, il réalise dans un second temps que tout ça c'était que du vent, que la culture ne joue aucun rôle et que les gens ne sont pas intéressés par l'art et les connaissances en soi, mais plutôt par le statut et les avantages que celles-ci peuvent leur procurer. Ils ne connaissent pas grand-chose, mais vont tout de même s'appuyer sur cela pour marquer une différence entre les classes. Et ça nous mène directement à notre deuxième thématique, l'éducation et la culture. Parce que oui, quand on lit ce livre, on ne peut pas passer à côté. Il y a des dizaines de pages dans lesquelles on lit l'avancée intellectuelle du personnage. On le voit vraiment se transformer par ses lectures et ses échanges. Il se plonge dans ce monde littéraire avec ferveur et intensité. Il finit par avoir lu plus de livres que toutes les personnes qui l'entourent. Et alors que notre héros apprend, nous aussi, lecteurs, on plonge dans ce monde et on découvre les livres et la philosophie à ses côtés. Sa passion est authentique, enivrante, et je vous garantis qu'une fois le livre terminé, vous n'aurez qu'une envie, et ce sera de vous plonger dans les livres que vous avez et de lire sans jamais vous arrêter. Pourtant, et de manière presque un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de vous dire, le roman interroge justement la valeur de la culture dans une société dans laquelle la réussite matérielle prime. On se questionne alors sur la légitimité du savoir comme voie vers la reconnaissance. Et ça s'intensifie dans la quête créative du personnage qui cumule les refus sans rencontrer de succès. Et vous le voyez venir, le troisième thème dont nous parlerons aujourd'hui, celui de l'art, de la création et de la reconnaissance. Le rêve de Martin Eden est de devenir écrivain, d'une part pour gagner l'admiration de Ruth et d'autre part pour gagner celle du milieu bourgeois. Le texte arrive par ailleurs très bien à mettre en scène la tension entre la vocation artistique, la nécessité de subsistance et la difficile reconnaissance du talent. Parce que oui, créer, pourquoi pas, mais à quel prix? C'est vrai que c'est une passion, même une vocation qui demande énormément de temps et qui peut ne rien apporter dans une première phase. Il faut encore se nourrir, payer son loyer, alors l'écriture n'est que rarement suffisante. Fini l'image de l'auteur idéalisé à qui tout réussit. On lit ici une suite d'échecs qui fait partie intégrante du parcours artistique et qui est très souvent mise sous le tapis. Et l'hypocrisie de cette reconnaissance, d'ailleurs, est grandement mise en avant dans ce texte. Pendant la majeure partie du roman, les écrits de Martin Eden sont refusés par tous les éditeurs. Pourtant, une fois qu'un premier texte est publié et qu'on reconnaît la valeur de Martin Eden en tant qu'écrivain, eh bien tout le monde s'arrache ses textes, et on le rappelle que tout le monde avait initialement refusé. On veut absolument les publier et on lui demande d'en écrire d'autres. Les récits, eux, n'ont pas du tout changé, mais c'est le regard du public et celui des institutions culturelles qui a changé. Et ça nous laisse avec ce constat, ou plutôt cette question. Qu'est-ce qui fait une grande œuvre? Ou plutôt, qui fait atteindre ce statut à un livre? Martin Eden est très clair dans sa réponse, et c'est le dégoût qui l'envahit. Oui, à la fin, il a la reconnaissance qu'il voulait. Mais toute l'hypocrisie qui l'entoure l'a poussé à s'exiler définitivement. La prise de conscience de Martin l'amène à un désenchantement, à une rupture avec le monde qui l'entoure. Qu'est-ce qui subsiste une fois les illusions perdues? On peut penser que ce livre est extrêmement négatif. Mais moi, j'y vois autre chose. Jack London nous montre ce monde pour qu'on puisse se parer contre lui. Oui, on peut avoir les mêmes illusions que le personnage principal, mais on ne doit pas subir le même sort que lui. Si on se lance dans la création en connaissance de cause, alors on peut aller plus loin et éviter de se perdre en route.
Lire l'histoire d'un homme qui s'est fait avoir peut nous permettre de ne pas reproduire les mêmes erreurs et d'aller plus loin sur notre chemin. Et c'est aussi ça, la puissance de la littérature. On vit d'autres vies à travers les récits et les mots d'auteurs et d'autrices qui nous guident à penser différemment, à transcender notre condition et à aller plus loin, tout ça en s'appuyant sur les expériences de ces êtres fictifs qui nous accompagnent lors de nos lectures. Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.